Le nombre de choses que je contrôle réellement ce soir est extrêmement limité, de par plein de circonstances. Mais j'ai quand même fait quelques choix de manière vraiment positive. Et parmi ces choix, il y a ce que je vais vous dire et ce que je vais vous montrer. Mais la forme, finalement, est complètement contingente. Donc là, par exemple, pour parler de ça, en fait, il va falloir que je vous parle de Mario. Mario, c'est mon meilleur ami, il habite au Bénin. Et Mario, c'est un peu celui qui invente des mots qui veulent rien dire, mais qui sont drôles. Et on parlait une fois avec Mario de comment est-ce qu'on fabrique des interrogations, comment on imagine, comment on réalise des choses, comment on produit du sens. Et Mario a proposé un néologisme, donc, conceptuel. Il s'agit de la significatogenèse. Donc, c'est un concept qui a pour but de rendre compte de la manière dont les significations viennent nos jours. Donc, je vais vous parler de ça, moi, de signification, de sens, tout ça. Pour faire simple, je dirais que l'intégralité de l'expérience fait sens, dans le sens où c'est en tant que totalité, surtout, qu'il est intéressant de voir que la signification existe. Quand la signification de l'intégralité de la vie de quelqu'un est remise en question, il y a un problème en général. Ça s'appelle le suicide. Donc, le problème, en fait, qui s'est posé à nous, avec Mario, on était un peu dépourvus, c'était comment est-ce qu'on fabrique du sens? Est-ce qu'on peut être libre en fabriquant des significations, c'est-à-dire des contenus? En gros, il y a une opposition stricte entre les informations qui sont transportées dans la vie réelle, dans la communication, et la forme qu'elles prennent. Cette opposition, on va dire, c'est structure, contenu, juste comme ça, faisons les bases. Entre la structure et le contenu, il n'y a vraiment rien à voir. On peut mettre n'importe quel contenu dans n'importe quelle structure, mais il y a des structures qui sont plus pertinentes que d'autres. Il n'y a pas de mauvaise idée, que des mauvaises façons de faire. Bon. L'hypothèse, c'est que pour mettre en forme des contenus informationnels, il faut laisser place à l'intuition pour que des structures intuitives se mettent en place. Donc c'est une espèce d'art qui, comme ça, répond à la situation, au contexte, etc. Mais c'est arbitraire, là, ce que je dis là, est-ce que c'est possible de faire ce qu'on veut? C'est surdéterminé par plein de carcans sociaux qui pèsent sur nous, par des infirmités psychologiques propres à chaque être humain, qui se développent avec grâce au fur et à mesure des années. Et l'éducation, par exemple, aussi, hein, la manière dont on est éduqué, qu'est-ce que nous disent nos parents, qui sont nos amis, pourquoi est-ce qu'on les aime, sans produire de cadre explicatif, je pense qu'on peut quand même poser ces questions-là et espérer que chacun pourra trouver une réponse qui lui convienne. Donc, au final, tout ça, ça mène à une remise en question de la forme. La forme, qui est ce qui véhicule le sens, ne vaut rien. Elle vaut rien. Mais elle est nécessaire pour obtenir un retour financier, humoristique, ce genre de choses. Le réel intérêt se situe dans le contenu, mais il est impossible de le mettre à disposition s'il n'est pas attirant. Paradoxe, quoi. Donc, pour les enjeux, il y a le rôle du public, hein, évidemment. Quel est le rôle du public dans la construction de la signification d'une œuvre, dans la mise en forme de l'œuvre? L'évolution du marché de l'art et l'éducation dans l'art, évidemment. La manière dont on écrit l'histoire de l'art, qu'est-ce qu'on dit, qui reste célèbre, pour quelle raison, combien il a vendu. Tout ça, c'est un peu les enjeux au final. Mais moi, je ne vais pas du tout me préoccuper de ces problèmes-là. Je vais commencer par vous parler de la religion et de la psychanalyse. Bon, alors en psychanalyse, il y a un truc principal de base qui est la distinction entre le niveau latent et le niveau manifeste. Qu'est-ce qui est latent et qu'est-ce qui est manifeste? C'est comment est-ce qu'on agit et
comment ça se manifeste. La meilleure chose pour ça, c'est les rêves en fait. Pour Freud, les rêves, il y a un contenu latent, mais il y a un contenu manifeste. Les souvenirs de rêve, c'est le contenu manifeste. La vraie signification du rêve, c'est le contenu latent. Et pour ça, figurez-vous qu'il faut quelqu'un pour vous le décortiquer. Vous avez besoin de quelqu'un, n'est-ce pas? Pour savoir ce qu'il y a vraiment en vous, n'est-ce pas? Bon. Dans l'Antiquité, on avait aussi cette conception-là, de latent et manifeste. L'étude des rêves antiques, c'était ça. Le rêve, c'était un message que les dieux nous envoyaient, et il fallait l'interpréter pour savoir quoi faire. Pour Freud, c'est à peu près la même chose au final, avec ce truc qui est resté. Il y a l'être humain, et les rêves viennent d'autre part. C'est le petit oiseau qui pose son œuf, quelque chose comme ça. Pour Freud, c'est plus Dieu, c'est pas à l'extérieur de lui, c'est à l'intérieur de l'esprit, il y a une entité qui vous contrôle, qui s'appelle votre inconscient, et qui est bien différente de votre volonté, et qui cherche à vous transmettre des choses vers vos rêves. Alors là, vous avez besoin d'un psychanalyste pour vous expliquer. Mais bon, ça se lie facilement avec l'idée de qu'est-ce que c'est le destin. Qu'est-ce qui lie une vie dans un contexte? Qu'est-ce qui fait qu'on explique la causalité d'une manière ou d'une autre? Il y a un concept en psychanalyse qui s'appelle la rationalisation et qui consiste à... en gros, une personne qui rationalise, elle fait des choses explicables à partir de choses inexistantes. Par exemple, les hallucinations, ce sera quelque chose qui, dans la vie d'un malade mental, devra être rationalisé. C'est-à-dire, il va l'expliquer. Il va dire, c'est Jésus qui m'a parlé, parce que c'est comme ça, je suis un élu. Et cette manière de dire je suis un élu était probablement pas là dans son hallucination, mais a été développée par la suite pour qu'il puisse en rendre compte. Jung a inventé le concept de synchronicité. C'est par exemple les rêves prémonitoires. J'ai rêvé de ça et c'est arrivé quoi. Donc je vais dire que mon inconscient l'a favorisé. Par exemple, quand on est déprimé et qu'il pleut, on va se dire merde. C'est ça aussi qui se passe avec l'astrologie et la numérologie. Quand il arrive par hasard que ce qu'on vous prédit se réalise, et que vous dites ah, j'ai sûrement bien fait, hein. Voilà. Heureusement, il y a des gens qui ont fait des expériences assez rigoureuses là-dessus, et des psychiatres. Et ils ont développé, eux, par exemple, le concept d'apophénie. C'est la deuxième phase du développement de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. La perception est altérée, et le délirant se justifie de ces hallucinations. Il leur donne des causes, il attribue des causes imaginaires à des événements banals. Et au final, donc on a un concept qui peut nous expliquer quel est ce processus qui fabrique du sens. Avec la théorie de l'évolution, on peut aussi en parler. Ce sera plutôt, imaginez-vous une bestiole qui gambade dans une forêt, et tout à coup elle entend une branche qui craque. Elle va forcément se dire c'est un prédateur. Est-ce qu'elle va forcément se le dire? On appelle un faux positif, dans la théorie de l'évolution, la bête qui entendrait un craquement de branche et décamperait directement. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas analysé plus que ça, de savoir la taille de l'animal ou de la chose ou du phénomène qui faisait craquer la branche, mais elle se casse. Ça s'oppose à la faux négatif qui est la bête qui mange paisiblement et qui n'entend pas le craquement, qui donc commet une espèce d'erreur pour sa vie, quoi. Ça s'appelle donc ça, par contre, on revient en sciences cognitives, une dysfonction préjudiciable. C'est quelque chose qui fait que quand on est malade, ça nous fait des soucis dans la vraie vie. Ça, c'est avec quoi on dit ça, c'est un vrai malade. Ça, voilà. Il n'y arrive pas. Je vous amène un peu plus loin en neurosciences. On dit para, en grec, ça veut dire faux, et eidolon, c'est une apparence, c'est-à-dire un reflet de l'eidos, de la forme. Donc une sous-forme, un dérivé de la forme.
pareidolie, c'est une maladie mentale très précise qui a des racines dans un phénomène de fabrication de sens qui est quotidien, comme quand on peut distinguer des visages dans la lune ou sur des murs qui sont un peu ébréchés. Ça, il y a des gens qui le vivent en permanence et qui voient des formes fausses se révéler à eux. Pour faire un dernier point, c'est vraiment bateau, mais on dit que quelque chose est scientifique à partir du moment où il procède d'une expérience qui ouvrait la porte à une falsification. C'est-à-dire, le gars qui fait l'expérience, il admet que peut-être il a tort. Il faut que le savoir soit meuble, qu'il puisse être falsifié au fur et à mesure pour évoluer. Freud, il n'était pas d'accord avec cette règle simple. Il disait que de toute façon, si on disait ça, c'est qu'on était malade. Voilà. Ça, c'est Freud, donc qui, avec l'inconscient, nous dit que même toutes les choses qu'on dit sont préparées par une entité qui est intérieure à nous et qui refuse certaines vérités très simples, certains procédés très simples, mais qui sont, vu qu'ils sont dans la psychanalyse, dans l'explication, ils sont liés les uns avec les autres de manière discutable. Ce qui est important, c'est de voir juste que la psychanalyse refuse la falsifiabilité pour après justifier le fait qu'on va chercher dans les sciences cognitives des éléments de réponse. C'est-à-dire pas pour en faire des vérités éternelles, pas pour dire toute la vérité sur quelque chose, mais juste comment est-ce que ça peut avancer cette histoire de comment est-ce qu'on interprète nos rêves et qu'est-ce que c'est un rêve. Pour Freud, un neurone, c'est un condensateur d'énergie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va prendre de l'électricité qui traîne dans le cerveau et qui va se gonfler avec. Il appelle ça le désir en fait. Se gonfler avec jusqu'à ce que il le relâche. Et pour Freud, ça c'est la base, mais vraiment la base, quand je vous dis la base, c'est comme ça qu'il l'explique physiologiquement, quoi. Il y croit. C'est la base du désir, donc de tout ce qui est comportement, sociabilité, sexualité, psychologie en général. C'est la base. Or c'est faux. En fait, le neurone ne contient pas d'énergie, donc il n'y a pas de besoin de se débarrasser du désir physiologique. Ça, c'est super important parce que dans le rêve, pour Freud, l'être humain relâche ses pulsions, donc il relâcherait son désir, c'est-à-dire son électricité. Pensez. En fait, dans les années 50, on a dit que le rêve, c'était un processus qui s'appelle le sommeil paradoxal, c'est-à-dire un moment, un cinquième de la nuit, qui revient par cycle, pendant lequel le cortex est hyperactif. L'état psychologique dans lequel on est, c'est pas pareil que dormir, qui est un état comportemental. C'est des choses qui ne sont pas du tout expliquées dans la psychanalyse. Pour expliquer le rêve, on peut dire que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité dans le cerveau qui contrôle ce qui se passe pendant le rêve. Donc tout se passe, et il n'y a rien qui préconfigure ce qui nous arrive mentalement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité qui fabrique les contenus. Par contre, il y a une entité qui les rassemble et qui en extrait du sens. Je vais vous expliquer mieux. C'est un processus qui s'appelle activation-synthèse. En gros, quand on se met à dormir, notre système moteur est bloqué, c'est-à-dire qu'on n'a plus de rapport des intentions avec les actions. Une fois que ça c'est fait, on a un endroit qui s'appelle les noyaux du Raffet, qui est vers le cervelet. Et là, il y a des neurones qui s'appellent aminergiques et les noyaux du Raffet qui balancent de l'énergie en direct dans le cortex, c'est-à-dire de l'énergie complètement anarchique et qui n'est pas préconfigurée. Cette énergie elle va stimuler des parties du cerveau et ça va rappeler des contenus informationnels que l'être humain a pu collectionner avant et ça va les déclencher anarchiquement. Par exemple, quand vous rêvez que vous êtes à un endroit et que soudain vous êtes à un autre endroit juste après et que tout se transforme autour de vous, c'est que l'énergie qui est balancée dans votre cerveau, elle passe d'un endroit à l'autre, d'une sphère à l'autre, d'une aire cérébrale à une autre. Par exemple, si ça passe de l'ère du langage à l'ère de la vision,
vous pourrez avoir un rêve auditif qui va devenir un rêve visuel où une image va se créer que vous garderez. Donc, en ce qui concerne l'énergie, le débat c'est vraiment de savoir si la transmission c'est la même chose que la transformation, et a priori non. Maintenant je vais vous parler des sorcières. Et puis d'abord, pour finir, je vous dirais juste que la significatogénèse, c'est une nécessité dans la production de sens. Il y a un énorme poids dans le déterminisme qui est caché en dessous, mais on peut dire scatogénèse, c'est ce qui va produire des significations parasites. C'est ce qui va nous handicaper en fait. Mais le principe, c'est qu'on peut associer n'importe quel contenu avec n'importe quel autre et que ça forcément fera quelque chose. C'est-à-dire, si quelqu'un l'explique, si quelqu'un prend la peine juste de dire 2 mots sur pourquoi c'est pertinent, en fait, on arrivera toujours à produire un sens avec n'importe quoi. Et c'est vraiment la question de la forme et du fond, quoi. La structure et le contenu. Dès d'un contenu de merde est mis dans une forme populiste et démagogue, on arrive à quelque chose qui s'apparenterait à la séduction, quoi. Donc en fait on a une censure par l'excès quand l'esprit est assailli par plusieurs choses. Par exemple, quand vous tapez sur Google quelque chose et qu'il vous arrive 4000 pages de réponses, vous êtes censuré par l'excès d'informations. Vous pouvez avoir accès qu'à 20 pages si vous êtes vraiment très curieux et que vous avez envie de... Après on peut questionner le logarithme qui procède à la recherche Google, mais c'est pas ça le problème. Les sorcières. Il y a 2 procès distincts dans le problème de la chasse aux sorcières en fait. Il y a l'Église contre le mal démoniaque, c'est-à-dire quelque chose qui se manifeste au XVe siècle et qui est la contre-réforme. Pour affirmer le bien fondé du catholicisme, on va essayer de faire la chasse à tous ceux qui paraissent ne pas y croire. Donc c'est un changement économique et social à la fin du Moyen-Âge qui mène à la naissance d'une élite villageoise, ce qu'on appellera plus tard la bourgeoisie. À l'époque, il y a des famines, il y a beaucoup de maladies, la peste, etc. Et pourtant, la bourgeoisie se forme. La sorcière, qui est en fait une magicienne, juste qui gère les plantes et qui console les gens quand ils vont mourir, et qui fait les fausses couches de sage-femme. La sorcière, elle pâtit de ça, parce que le changement social lui donne des valeurs plus élevées en fait. On parle de la lente culture, non, la lente conquête culturelle, religieuse et politique des campagnes, qui aurait aussi joué un rôle. Moi, mon but, ça va être de superposer des trucs les uns sur les autres, un peu comme un grand hamburger, et en fait, de vous proposer de la signification, et puis d'en faire, en fait, genre, vous voyez un peu ce que vous voulez, et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Puis de toute façon,